Saint-Étienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? On ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable, ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Étienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Eh bien, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 8e numéro du FAP, ou Forez Academy Podcast, le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. Lors du précédent épisode, c'est Grugier Rocher qui s'est chargé de présenter la mission maintien du côté de Saint-Étienne. Cette semaine, je reprends la main pour ce numéro, Back to Basics comme on dit. Une émission qu'on va tenter de faire tenir dans ces 42 minutes symboliques, même si le programme est une nouvelle fois chargé. Entre les actus des coulisses et ce qui se passe sur le terrain, il y a des choses à dire. Pour vous accompagner, comme d'habitude, la fine équipe de la Forez Academy répond présente. En commençant par celui qui a encadré la dernière interview de Nordin dans Le Progrès où il dit, je cite, « À Saint-Étienne, j'ai réussi à monter les échelons, je suis un peu un enfant d'ici. » J'ai nommé Robert Binouzaret. Salut Roland, salut à tous. Tu seras gentil de pas critiquer ton fils Robert, hein, d'accord ? Ouais. Mais bon, d'ailleurs, en parlant de ça, ce week-end, il a pas joué et on a gagné. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il s'est blessé à l'échauffement, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Il était annoncé titulaire. Ouais. Bah, comme quoi, le destin fait bien les choses des fois. Écoute, s'il avait été sur le terrain, on aurait gagné 5-0, je pense. Mais bien sûr. À tes côtés, celui qui fait des ronds de fumée en forme de flèche pour indiquer le but aux attaquants stéphanois devant son écran, j'ai nommé Grugier Rocher. Grugier, salut. Salut. Et enfin, celui qui trouve qu'Étienne Green est sans doute la plus belle pub pour l'écologie en ce moment, votre serviteur Roland Gromerdy. Au programme cette semaine, pour la première mi-temps, comme à chaque épisode, on va balayer l'actu du club au sens large. Et en seconde période, je sens qu'on va encore se faire des amis, on va lancer le débat. Puel, démission ou pas ? Le FAP a plutôt une image bienveillante envers le Glaude, enfin du moins jugé comme tel, et donc on s'est dit qu'on allait en parler en pointant tout ce que l'on pense de bien et de moins bien dans la gestion puelienne. On parlera aussi un petit peu de la contestation qui s'organise de plus en plus serrée autour de la direction, avec le collectif Peuple Vert en colère et le tout récent communiqué des Magic Fans à ce sujet. Écoutez, si tout le monde est prêt, on va y aller. Le 8e numéro du FAP, 42 minutes de plaisir sur les Verts, c'est parti. Jingle. Eh oui, forcément. Le petit jingle qui a accompagné la rentrée d'Étienne Green au vestiaire après ce match contre Nîmes. On va parler de ça pour démarrer, c'est quand même la bonne nouvelle de la semaine et la belle histoire du week-end surtout. Son gros match dans les cages stéphanoises pour son tout premier match en Ligue 1. Troisième gardien au départ, il est propulsé dans les cages suite aux blessures de Moulin et de Bajic. Et comme si c'était déjà pas assez stressant comme ça, c'est une rencontre face à un concurrent direct pour le maintien. Donc on a tous vu le match, je pense. Il sort là, on va dire le match parfait entre guillemets. Clean sheet au final et un penalty arrêté alors que la sortie était parfaitement licite dans les pieds de l'attaquant nîmois. On se demande d'ailleurs à quoi sert le VAR sur cette action parce que après moult ralentis, j'ai envie de dire, on voit toujours pas où est-ce que Green a fait la faute. On va juste rappeler que le dernier gardien à avoir arrêté un penalty pour son premier match en Ligue 1, c'était Michael Landreau face à Bastia. On souhaite évidemment la même carrière à Étienne Green et, si possible, le plus longtemps sous nos couleurs. Messieurs, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé du Pio Green ? Il a fait plutôt un bon match, non ? Robert, t'en dis quoi ? Bah ouais, déjà, c'est clair, bravo aux gamins. C'était pas simple parce que quand il y a un tel concours de circonstances et que vous vous retrouvez à être propulsé titulaire sur un match, comme tu le dis, à enjeu comme celui-ci, alors que vous n'êtes pas du tout destiné à la base en début de saison à jouer une seule fois. Bravo à lui. Surtout que je pense qu'il y a vraiment une justice, parce que comme tu l'as dit, sa sortie dans les pieds, elle était vraiment licite et voilà, il y a une justice qui arrête ce penalty. Et c'est vrai que j'ai aussi pensé alors je sais que on va encore parler de Puel, on va encore se faire critiquer, mais on est là pour en débattre. Mais c'est vrai que j'ai aussi surtout pensé à Puel qui vit décidément une saison vraiment pas de tout repos pour faire ses groupes à chaque fois, entre le Covid, les blessés, à chaque fois il y a des surprises, et quand on a tous vu le groupe qui est sorti la veille du match, on a tous pris peur. En tout cas, là, c'est la belle histoire du week-end. Et la question aussi va se poser du coup ça a permis un petit peu moi de me poser la question sur l'année prochaine et le poste de gardien.
Parce que forcément, on sait que Moulin, il est un peu là pour faire une transition. Donc, est-ce que la transition elle va se poursuivre l'année prochaine? Est-ce qu'on va avoir une opportunité au mercato et on va recruter un gardien expérimenté? C'est peut-être aussi une possibilité. Donc, Green n'était pas destiné à être même dans numéro 1, enfin, en tout cas, même pas numéro 2. Est-ce que là, il vient de gagner sa place de numéro 2? Je pense que c'est un petit peu prématuré. Parce qu'aussi, on juge un gardien sur la durée. On l'a vu avec Moulin qui était très bon au début. Mais c'est vrai que du coup, il est beaucoup moins bon. Maintenant, en tout cas, il a du mal à être régulier. Et donc, c'est vrai que ça pose question. Il faudrait le voir sur la durée pour vraiment juger sa qualité. Et surtout qu'il est encore un peu jeune. Et toi, Gruger, du coup, t'en as pensé quoi du petit Étienne Green là? C'est une belle surprise, non? Ouais, complètement. Déjà, effectivement, comme tu l'as dit, c'était pas du tout prévu. Donc il a pas eu beaucoup de temps pour ni pour se préparer ni pour tergiverser finalement. Et mentalement, il a été là, il a été présent dès le début. C'est à la 30e, je crois, je me suis dit ouais, c'est bon, il est dans son match parce que sur un centre, il est sorti quoi pour soulager sa défense. Et ça fait du bien de voir un gardien faire ça à Saint-Étienne parce que Moulin est un peu hésitant parfois sur ce genre d'action. C'était pas le fort de Ruffier non plus, qui était un monstre sur sa ligne quand il était à son pic de forme. Mais voilà, pour un gamin, il a réussi à rassurer sa défense. Il n'a pas eu énormément non plus de boulot à faire, mais à chaque fois il l'a fait, c'était propre. Le penalty, c'est abusé parce que c'était dans le tempo, c'était dans les pieds. Il touche le ballon avant toute chose, donc voilà. Et ouais, c'est un gamin qui apparemment a pas mal progressé sous Biancarelli récemment. C'est un gars qui est peu expansif, un peu introverti. On l'a vu à plusieurs occasions et ça fait vraiment chaud au cœur de voir le comportement du vestiaire à son égard. Puis voilà, c'est vraiment une belle histoire. Maintenant, comme le disait l'ami Robert, se pose la question de l'avenir. Est-ce que on se dirige vers un prêt? Est-ce que il n'a pas besoin encore de peaufiner ses gammes en fait? Et puis il faut voir aussi comment ça se passe avec Bajic parce que apparemment il y a des difficultés au niveau de la prolongation. Après on entend des choses sur Bajic, on en entend d'autres sur Mouefek, etc. du fait de l'intérêt d'autres équipes. On va être attentif à ces dossiers. Moi ce que j'aimerais c'est que on donne sa chance vraiment sur plusieurs matchs à Bajic parce que pour le coup je trouve qu'on l'a pas assez fait jouer cette année. Et voilà. Je sais pas quelles seront les opportunités effectivement sur le marché, mais le peu de matchs qu'il a eu à jouer quand même, à chaque fois c'était des matchs où on a pris, c'était des pièges. C'était casse-croûte un peu. Mais ouais. Justement, quand tu es un jeune comme ça, que tu es un gros espoir, parce que c'est quand même un gros espoir français, Bajic, on entend beaucoup parler même au niveau des équipes espoirs, donc de la Fédé. C'est un gamin, tu as envie de lui donner 3-4 matchs à un moment donné et de lui donner une vraie chance, quoi. Donc je pense qu'il le mériterait quand même. Après, je pense que Bajic, clairement, s'ils n'ont pas prévu de le faire jouer la saison prochaine, il faut le prêter. Je sais pas. Il faut qu'il joue en tout cas. Dans tous les cas, il faut qu'il joue régulièrement et qu'il se fasse les dents parce qu'on peut pas se permettre de le laisser moisir sur le banc. Hein. Et après, peut-être que Green dans ce cas-là serait une solution plus qu'acceptable en tant que numéro 2, peut-être. Tout à fait. Hein, peut-être pas l'installer en numéro 1 parce que là il a fait un match donc on va peut-être pas. Moi j'adorerais, ça me ferait vraiment triper d'avoir un Étienne Green qui devienne le taulier des cages stéphanoises, quoi. Ça serait beau. Et un détail que Jérémy Janot a relevé, c'est que Janot, après 400 matchs sous le maillot stéphanois, il a joué que 4 fois avec le maillot vert. Premier match de Green, et il a joué en vert. C'est incroyable ça. Par contre, il avait le numéro 40. Les planètes se sont alignées, quoi. Ouais. L'histoire qu'il raconte sur son nom de famille, tout ça, c'est juste incroyable. Ouais. Comme quoi, il y a une prédestinée et c'était la belle histoire. C'est vrai que c'était assez marrant.
Bon, bah voilà, écoutez, on est tous très contents pour lui. On va le féliciter une nouvelle fois de son super match. Et puis, bah, de toute façon, on aura l'occasion de le revoir à l'œuvre assez rapidement, puisqu'il est annoncé déjà comme titulaire face à Bordeaux, puisque Moulin et Bajic ne seront pas rétablis. Donc, bah voilà, il va falloir confirmer maintenant. C'est sans doute le plus dur qui commence, mais c'est aussi ça la carrière d'un gardien de but de haut niveau. Donc, on espère que ça va bien se passer pour lui face à Bordeaux. Ouais, vas-y, Il y Gruget. a un petit truc qui m'a fait bizarre, c'est la communication autour des blessures. C'était un peu mystérieux, le club n'a pas officiellement communiqué Ouais. dessus tout de suite. Moulin a même dit c'est pas le moment d'en parler, on en parlera plus tard. Ok, Ouais, j'ai ok, pas trop compris non plus, ouais. Mais bon, Ça, après. je pense que c'est un détail, mais je pense que c'est plutôt une technique aussi de Puel à chaque fois qui est assez discret et qui fait très attention à ce qui sort dans la presse. Ça, c'est vraiment un de ses principes. Et c'est vrai que du coup, il tient à ce que lorsqu'il annonce les groupes, il y ait, j'ai l'impression, une sorte de mystère et que le match se prépare dans les meilleures conditions possibles et que l'effectif ne soit pas, j'ai l'impression, dérangé par tout ce qui peut se passer autour. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup parler, forcément ça fait beaucoup parler les supporters, parce que quand on voit un tel groupe et les absences des gardiens, ça pose question. Mais je pense que c'est surtout aussi Puel qui bloque un peu la communication autour de tout ça. C'est possible, ouais, en effet. Justement, en parlant de Puel et plutôt du staff au sens large, on a une autre bonne nouvelle, puisque la SSE a communiqué officiellement sur la prolongation du staff au niveau de la formation. Donc c'est officiel. Ils ont communiqué le 1er avril et c'était pas un poisson d'avril. Donc sur le fait que l'ensemble des contrats en fin de bail étaient renouvelés. Donc le communiqué nous informe que Laurent Huard, responsable technique, Razik Neder et Kevin De Jésus, respectivement entraîneur et entraîneur adjoint de l'équipe réserve, Jean-Luc Dogon, entraîneur du groupe U19, Jean-François Bédénic, entraîneur des gardiens de but, Patrick Moreau et Alessandro Zambelli, respectivement entraîneur et entraîneur adjoint du groupe U17, ont décidé de prolonger l'aventure. Donc c'est une grosse partie du staff dont on avait discuté la dernière fois lors de l'épisode 6 avec notre invité Paul. Qui prolonge. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir de la formation stéphanoise, qui avait obtenu des résultats plutôt bons ces dernières années, hein, notamment une victoire en Gambardella il y a maintenant 2 saisons de ça. Et donc c'est aussi Toujours cette champion. formation qui permet à ses meilleurs éléments de jouer en équipe première, hein, on l'a vu avec évidemment les étendards Saliba, Fofana, mais aussi Camara, Nordin, Mouefek qui joue, Gourna, voilà, donc ça fait quand même un paquet de jeunes qui jouent régulièrement en équipe première et c'est plutôt bon signe. Bah voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez du coup de ces prolongations. Gruget, toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle aussi? ouais, bien sûr. Je disais que les hommes sont importants et faut un cycle qui soit vertueux sur le plan humain et ça vient récompenser effectivement le travail récent que tu as souligné. Parce que bon, il n'y a pas que la Gambardella et les succès de Razik Neder et il y a tout un système qui se met en place. Ça va faciliter le travail de Huard, qui va être extrêmement important parce que voilà, on sait que Puel va s'appuyer sur les équipes de jeunes dans les saisons à venir et qu'il n'aura pas trop le choix non plus, vu les sûr. situations financières Vu les à la finances, fois. ouais. Ouais. De toute façon, c'est toujours le même contexte. Donc oui, c'est de bon augure, clairement. Toi, Robert, t'en penses quoi du coup? Non, c'est une très bonne chose. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y en avait un petit peu parlé avec Paul, de peut-être que Puel n'avait pas envie de poursuivre l'aventure avec les gens en place, qu'il avait envie de passer de Qui voulait nouvelles mettre ses personnes hommes, comme ça. ouais. C'est ça, et puis on voit finalement en fait que c'était complètement faux. Alors après, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. C'est peut-être, Paul nous l'avait dit aussi, hein, il nous avait dit qu'il n'était pas venu pour installer ses hommes et qu'il voulait plutôt bosser avec les mecs qui étaient déjà en place. Hein. Donc, voilà, et comme tu l'as dit, c'est des hommes qui ont eu des résultats, donc autant se baser sur eux. Après, on avait beaucoup discuté, c'est pour ça aussi que le débat à l'épisode 6 avec Paul était très intéressant. Et c'est vrai que la formation a connu une année absolument inédite avec le Covid, donc aucune compétition pour les équipes de jeunes. Et du coup, c'était aussi, je pense, compliqué de se projeter sur un avenir, sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc j'espère que du coup, maintenant, cette bonne nouvelle va permettre à la fois pour ces hommes-là de travailler en confiance et en tout cas avec un avenir, et aussi d'avoir profité en tout cas de cette période un petit peu particulière et le fait qu'il n'y ait pas eu de compétition et pas eu de match pour vraiment commencer à réfléchir à structurer leurs effectifs pour l'année prochaine.
parce que forcément, il y a aujourd'hui une exigence qui est nouvelle. Le Saint-Étienne est très bien classé au niveau des centres de formation. C'est pas un hasard, mais du coup, il y a une exigence qui s'est installée et qu'on doit vraiment essayer de garder d'année en année. Et ça passe bien évidemment par la formation dès le plus jeune âge. Donc, espérons que les prochaines pépites stéphanoises qui sortent soient les futurs talents d'ici 3-4 ans. On l'espère tous, en tout cas. On verra ce que ça donne, mais on est tous d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne nouvelle de continuer avec les personnes qui ont amené la formation stéphanoise à un niveau très satisfaisant et qui ont l'air de bien bosser. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en effet. Et petit message aussi pour Huard, le rôle de Huard dont on avait parlé aussi lors de l'épisode avec Paul. C'est vrai que c'était un entraîneur qui était venu en tant qu'entraîneur adjoint de printemps. Et de voir qu'il a la possibilité de rester au club dans un rôle élargi au niveau de la formation, je trouve ça très bien et ça montre que Puel aussi, on va encore me dire, c'est faire confiance aux gens compétents, quoi. Voilà, exactement. On est d'accord. Formation toujours du coup, puisqu'on a appris aussi que le centre de formation avait reçu le label Prestige. Waouh! On dirait le nom d'un menu du resto de Pierre-Jean Chalençon, mais en fait, c'est la plus haute distinction donnée par la FFF pour les centres de formation. Hein. Donc, il n'y a que 6 centres qui l'ont en France. Il y a Paris, Marseille, Lyon, Monaco, Reims et Auxerre. Donc, maintenant, Saint-Étienne. Donc, on peut considérer ça comme une nouvelle preuve que les investissements consentis dans la formation, mais aussi dans les infrastructures, ça commence à payer, du coup. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Après c'est peut-être juste un petit label qui va pas non plus changer la vie du centre, mais voilà, que le travail soit reconnu au niveau national, c'est plutôt valorisant, je pense, pour les gens qui y travaillent au quotidien. Vous en pensez quoi, vous, du coup, de ce label Prestige? C'est bien, non? C'est plutôt une bonne chose, non, Robert? Ouais, c'est bien. Et ça prouve que le club est structuré au niveau de la formation. Ça prouve aussi qu'on était très en retard pendant encore. Moi, je suis assez surpris toujours de voir avec quelle rapidité on a réussi parce qu'on était tellement loin au niveau des centres de formation. Ça s'est fait en 3 ans. Voilà, et c'est incroyable le travail qui a été fait. Et je pense qu'il y a peu de clubs qui peuvent se targuer d'avoir eu une telle progression. Donc, après, je ne connais pas précisément les critères, le détail de ce label. Hein. Après, ça, je pense que ça regroupe plein de choses, un peu tout et n'importe quoi. Mais bon, il vaut mieux l'avoir. Alors, dis-nous, Brigitte, dis-nous. Ouais, je suis allé sur le site de la FFF, j'ai regardé pas mal de documents, parce qu'en fait, ça remonte, ces labels-là remontent il y a pas mal d'années, du coup, le label Prestige n'existait pas jusqu'à récemment. Il y avait pas mal de labels jeunes, et ça s'arrêtait à Élite. Et les critères, c'est des critères sur les infrastructures, sur les certifications et les diplômes des encadrants. Et il y a aussi du coup des critères sur les projets donc sportifs, mais aussi associatifs, sur l'éducation des gamins et sur leur encadrement. Encadrement, ça suppose que la passerelle entre les équipes de jeunes et l'équipe pro fonctionne bien. Et donc forcément, un label comme ça vient récompenser le travail de fond sur les dernières années. Et c'est très bien. Ça peut rassurer des parents, ça peut attirer des jeunes, effectivement, parce que quand tu fais partie des meilleurs centres de formation français, c'est quand même toujours bien. Maintenant aussi, il faut regarder que ces critères-là, on a fait en sorte de les remplir. Donc, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est partout en France. On a vu ça à Marseille, on a vu ça à Bordeaux, mais aussi un peu à Saint-Étienne. On a vu pas mal de jeunes signer des contrats pro au printemps dernier, au début de la crise du Covid. Et en fait, c'est parce qu'ils se préparaient à l'obtention de ces labels-là, en fait. Parce que le nombre de contrats pro signés par des jeunes est pris en compte aussi. Mais bon, on a vu que jusqu'ici, ça avait plutôt bien payé. On a eu de bons jeunes qui ont fait leur arrivée dans le groupe pro. Donc, c'est intéressant pour la suite. Non, on est d'accord, je pense que c'est intéressant aussi, donc une bonne nouvelle, encore une. Ça fait 3 bonnes nouvelles pour un début de semaine, on est plutôt vernis là. Sinon, c'est la première fois. Pas l'habitude. C'est un podcast qui va être optimiste là, on est chaud. Et puis on va finir là sur les actus là rapidement. Il y a David Ventier, donc notre l'ex-boss du recrutement, qui a donné une petite interview sur Evect. Enfin une petite, elle était plutôt longue d'ailleurs.
Et on apprend donc Ventier a pris une pause de 1 an, puisqu'il envisage de redevenir agent de joueur. D'ailleurs, il l'est redevenu. Et en fait, il fallait qu'il observe cette pause de 1 an après avoir exercé des fonctions dans un club. Donc, qu'est-ce qu'on en retient ? Lui, il met en avant une balance positive au niveau des transferts, donc 65 millions pour les achats, 100 millions pour les ventes. Il donne le nom de ses réussites, donc Youssouf, Moukoudi, Bouanga, Debuchy, Vertou, Mvila, mais aussi Malcuit ou Mopé. Bon. Il passe un peu sous silence les échecs comme Diony, Dabo, Pogba, Boudbouz, Ntep. Il sous-entend assez clairement que le courant ne passait pas avec Cayazo. Et il ouvre la porte à un retour au club dans un poste de direction. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous en avez C'est étonnant retenu, ça, vous ? qu'il ne s'entendait pas avec Cayazo. Quelle Ouais, surprise. mais il l'avait déjà allumé dans une interview à l'équipe où il avait refusé, je crois, de répondre à une question sur Cayazo. Il avait carrément esquivé la question. Donc on sentait déjà que je pense que les relations n'étaient pas au beau fixe entre les deux. Et puis là, il le confirme de façon un petit peu plus, on va dire, politique. Mais voilà, quoi, le message est passé. Du coup, Gruget, toi, t'en penses quoi de cette interview ? Tu l'as lu ? Ouais, je l'ai lu. Bon, moi, Ventier, j'en garde un souvenir plutôt bon parce que c'était un mec compétent en négociation, parce qu'il a son expérience d'agent, donc il savait comment gérer ce genre de situation. Il a été capable aussi de trouver des portes de sortie à certains joueurs. Maintenant, bon, il y avait parfois des doutes sur ses cibles en général, malgré le fait qu'effectivement, il était allé chercher Malcuit, qui était un peu le maçon de l'époque, parce qu'il avait fait une bonne saison à Niort, mais Monaco l'avait pas gardé. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle était extrêmement policée, son interview, Ouais, j'ai mis c'était ultra lisse. Et effectivement, il en a très peu donné quand même. Ouais, c'est ça. Et tu Après, vois que le mec, il pense à l'avenir en fait. Voilà, c'est ça, c'est comme il ouvre la porte à un retour au club dans un C'est ça. poste de direction, je pense que voilà, il veut pas non plus se tirer sur le club, quoi. Et il sait très bien que si jamais il revient, il sera forcément obligé de travailler avec certaines personnes qui sont déjà en place aujourd'hui. Enfin, je l'entends comme ça, moi. C'est un mec qui a jamais eu un mot de travers sur Puel. Quand il est arrivé, il y avait beaucoup de gens qui disaient Ventier, il va vouloir le dégager. Il avait jamais rien dit en ce sens. Pourtant, j'ai entendu, enfin, vous avez entendu ça comme moi, c'est qu'il était un petit peu bavard peut-être avec certains journalistes. Mais là, un grand reporter dans un quotidien sportif. Tout à fait, oui. Mais là, quelque part, il monte pas de blanche, quoi. Vas-y, Robert, tu veux dire quelque chose ? Ouais, non, c'est vrai que là où je te rejoins complètement, je sais que l'interview était quand même assez lisse. On apprenait, bon, c'est déjà bravo à Évêque d'avoir eu cette exclusivité, c'est top. Bravo à eux, mais c'est vrai que lui, dans ses réponses, j'ai trouvé qu'il en donnait finalement assez peu. Moi, ce que j'appréciais dans le profil de ce mec, c'était qu'il avait justement cette casquette, comme tu l'as dit un peu Gruget, cette casquette d'agent, ce profil d'agent, et je pense que ça pouvait vraiment être intéressant au moment des négociations, des transferts, tout ça. Donc ça, c'était vraiment bien. Après, franchement, il est bien gentil de citer les réussites, parce qu'il y en a eu, il n'y a pas de problème. Mais des échecs, on peut aussi lui en citer à l'appel. Il est quand même responsable de pas mal de profils un peu douteux. J'ai pas pris le temps de tous les lister. Vous allez me dire, tu n'as pas parlé de Nordin, c'est pas lui, merde. Ah merde, c'est pas lui. Non, mais il y a eu Yanko, il y en a eu d'autres, donc on pourrait en citer plein. Bon, après, c'est toujours comme ça. Toute personne qui travaille dans une cellule de recrutement, il y a des réussites et des échecs. Ça, c'est sûr. Et c'est un poste aussi compliqué parce que vous devez faire avec les moyens qu'on vous donne. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans une période faste où vous avez des budgets, comme ça a été le cas avec la période Gasset, et après vous devez travailler avec Puel qui a zéro budget, forcément, ça devient aussi compliqué. Même si là où moi je relativise un petit peu quand même ses propos sur ses réussites, pour moi toute la partie Gasset, on a beaucoup critiqué Gasset pour plein de choses, mais par contre s'il y a bien un truc qu'on ne doit pas enlever à Gasset, c'est les transferts qu'il a réussi à faire, Mvila, Ntep, Debuchy. Ntep, bon, il aurait pu le... Non, mais ce que je veux dire, si ces profils-là sont venus au club, c'est grâce à Gasset. C'est pas Ventier qui est allé les chercher. C'est Gasset qui a dit à Ventier, bon, écoute, je veux ces mecs-là, il me les faut. Voilà.
Donc C'est bon, même lui qui les a appelés, je pense. Hein. Enfin, aussi, Oui, clairement. clairement. Wantier a surtout négocié avec les clubs, je pense. Donc voilà, donc c'est pour ça que sur la période Gasset, je dirais que Ventier, il a pas, faut pas qu'il s'attribue tout le mérite parce que il y avait aussi Gasset qui a joué un gros rôle là-dedans. après, c'est une interview où il se vend un petit peu. Donc voilà, il va forcément plus parler de ses réussites que de ses échecs, c'est normal. Et puis après, bah, les connaisseurs et puis les suiveurs du club, on va dire au quotidien ou presque, savent très bien que Ventier, il a fait des choses bien, il en a fait des moins bien. Mais ça, c'est comme tu le disais, C'est c'est le lot de tout le monde, quoi. c'est comme Macron avec la vaccination, quoi. Oui, oui, oui. On vaccine beaucoup, voilà. C'est comme Puis les dîners clandestins. Enfin, c'est bon, ça. Enfin bon, bref, on dérape, on dérape. voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité pour les 2 semaines qui viennent de passer. Bah, on va tout de suite enchaîner avec la deuxième partie, donc sur Claude Puel. Donc on a appelé ce podcast Le Glaude se ramasse-t-il à la Puel, puisque voilà, on se pose la question de savoir si Claude Puel mérite des louanges ou plutôt des critiques. On va en discuter. Donc on va essayer d'être objectif et de donner un petit peu les deux sons de cloche. Et pour ça, j'ai prévu un petit jingle que voici. Voilà. On n'en aura pas plus parce que c'était quand même un truc que j'ai pris à Gerland à l'époque. Ouais, voilà, Donc, il me voilà. semblait. Tu fréquentes des sites douteux, mon ami. Voilà. Et écoute, j'ai désinfecté mon PC, je l'ai fait boire du gel hydroalcoolique en quantité et puis voilà, c'est bon, tout va bien. Il s'est remis, puis il a écouté du Lavillier et du Mickey 3D pour se laver un petit peu. Du coup, si on parle un petit peu plus sérieusement, on va parler donc de Puel. Bah, on a prévu d'articuler ça autour de 3-4 thèmes. Donc d'abord le premier thème, donc les anti-Puel. Alors pourquoi, hein? Quels sont vos réseaux, j'ai envie de vous dire. J'ai remarqué qu'il y avait une haine anti-Puel qui se développait à chaque défaite, voire même à chaque blessure d'un joueur. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai lu des réactions sur, enfin quand ils ont annoncé que ce serait Green dans les cages, de personnes qui disaient ah voilà c'est encore la faute de Puel et il peut pas prévoir et enfin comme si c'était lui qui avait été mettre une balayette à Moulin pour le blesser et puis blesser aussi par la même occasion Bajic pour installer le troisième gardien dans un match important. Donc voilà, sa personnalité entière aussi ne plaît pas à tout le monde. Certains lui reprochent encore la gestion du cas Ruffier par exemple. Et puis aussi son passage à Leicester qui n'a pas laissé un souvenir impérissable à tout le monde, notamment Jamie Vardy qui lui avait un petit peu volé dans les plumes une fois qu'il était parti. Ouais, On voit aussi dans la presse. Oui, vas-y, Grugier. oui, pour dire que Vardy, c'est un personnage à Leicester et qu'il a pas mal de passes droits. Donc, connaissant. Enfin, j'avais un peu suivi comment ça s'était passé pour Puel à Leicester, vu que il avait dû gérer donc l'après. Ranieri. Enfin, il avait eu la transition avec Shakespeare. Mais le boulot qu'il a fait a pas mal préparé le terrain à Rodgers et il a bousculé un peu le vestiaire, mais comme il l'a fait à Saint-Etienne, donc oui, des gars. Il y avait Schmeichel aussi qui n'avait pas apprécié. Donc des mecs qui étaient assez tranquilles et dans leurs pantoufles parce qu'on ne demandait pas beaucoup de résultats à Leicester après ce qui s'était passé et c'était des héros du coin. Donc bon, Jamie Vardy, ça m'avait un peu fait sourire aussi ces retours-là. Si on revient à Saint-Etienne, on voit aussi qu'il y a quand même des attaques assez ciblées sur sa personne, que ce soit de la part de journalistes ou de consultants, et on remarque que le football passe au second plan sur la critique. Hein. Donc moi, ma question c'est, est-ce que Puel ne paye pas au prix fort le fait d'avoir une personnalité finalement un peu trop brute de décoffrage, pardon, et n'hésitant pas à se mettre à dos certains joueurs ou personnes influentes qui gravitent dans la sphère stéphanoise, au lieu d'adopter une position beaucoup plus lisse et on va dire une communication qui serait un petit peu plus passe-partout. Voilà, moi je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Donc Robert, toi t'en penses quoi de la communication de Puel et puis de sa façon de gérer un peu sa... Alors, il y a plein de choses à dire. Ouais, il y a plein de choses à dire au sujet de Puel. C'est vrai que on a eu quelques critiques là au niveau de, comme je disais tout à l'heure, au niveau du FAP. Hein, on nous a reproché d'être pro-Puel. Oui, vous défendez Puel, tout ça. Bon,
là, le but de c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait ce débat, parce que c'est un petit peu aussi de mettre en relief un petit peu et de montrer qu'il n'y a pas toujours que du positif dans le management de Puel et dans le quotidien. Aujourd'hui, il faut comprendre que Puel, il est arrivé au club, il s'est rendu compte qu'il y avait et c'est la vérité, qu'il y avait notamment des journalistes qui avaient beaucoup trop d'infos et beaucoup trop accès à ce qui se passait dans le club, avec des comptes qui sortent à l'avance, des groupes qui sortent à l'avance. Et ça, c'est le genre de choses, aujourd'hui, qui gangrène le milieu du football. Alors, c'est très important de s'appuyer sur des journalistes, hein, on va pas faire le débat là-dessus aujourd'hui, mais c'est très important d'avoir des réseaux de journalistes, parce que ça peut être très utile. Mais aujourd'hui, quand vous avez des journalistes qui interfèrent dans le club et qui sortent des infos dont vous n'avez pas envie qu'elles sortent, qui viennent polluer une atmosphère de vestiaire, des infos qui viennent semer le doute sur ce qui pourrait se passer en interne, tout ça. Donc déjà, il y a mis fin. Donc je pense que forcément, ça ne plaît pas. Et puis, c'est sûr que forcément, le cas Ruffier, tu en as parlé, ça c'est symptomatique. C'est-à-dire que forcément, un mec qui est resté aussi longtemps à Saint-Etienne, qui a eu des grandes réussites au club, qui a été certainement le plus grand gardien que Saint-Etienne ait connu, en tout cas l'un des meilleurs gardiens que Saint-Etienne ait connu, forcément, quand on connaît la fin que Ruffier a eue, cette fin, elle est quand même imputable à Puel, et forcément, c'est clivant, ça fait forcément polémique. Donc forcément, moi, ce que on peut reprocher à Puel, c'est effectivement cette communication un peu russe, un peu froide, surtout dans le monde actuel. On va pas se mentir, dans le football actuel, ce que les gens ils aiment, c'est des entraîneurs avec la tchatch, des entraîneurs qui sont très expressifs, très expansifs, qui s'étendent dans les médias, et c'est pas du tout le profil de Puel. Donc forcément, ça plaît moins. Des entraîneurs avec l'accent du Sud qui disent que c'est un scandale que Saint-Etienne joue en vert sur une pelouse verte, par exemple. Ou des Sampaoli, ou des mecs un peu qui ont une autre approche du football, très expansive, et voilà, ça casse forcément avec un Puel qui, lui, limite sa communication au maximum et fait très attention à ce qu'il dit. Toi, Grugier, t'en penses quoi du coup de la com de Puel en général, et puis de son rapport avec les médias, avec les joueurs, avec les supporters? Il souffle parfois un peu le froid et le chaud, parce qu'effectivement, comme Robert le dit, il peut être froid et distant. Et puis il y a aussi, je me souviens de plusieurs confs de presse ou de plusieurs interviews où il est un peu plus chaleureux, il se confie un peu plus. Et en fait, à partir du moment où il est dans un environnement un peu plus de confiance, là il se donne, là il peut parler football, et c'est toujours intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est un mec qui il a la tête dure. C'est un mec il n'était pas connu pour être des plus tendres lorsqu'il était joueur à Monaco. On en a parlé, même avec ses propres joueurs à l'entraînement, il peut être parfois un peu dur. Donc ça peut effectivement un peu déranger, et ça peut aussi lui porter préjudice. Je pense que ce qui s'est passé avec Ruffier, et on parle d'un gardien qui a dit à son entraîneur d'aller se faire voir, pour rester poli. Derrière, il y a un agent qui attaque le club. À quel moment Ruffier il va pas s'excuser non plus? On n'a jamais entendu quoi que ce soit à ce sujet-là. Moi, ça me rappelle un entraîneur qui a envie de garder le contrôle sur son vestiaire, et c'est absolument légitime. Parce qu'à partir du moment où le vestiaire prend l'ascendant sur l'entraîneur, on a pu voir que t'as dans plein de clubs, ça a foutu la merde. Ouais, vas-y, Robert, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, je voulais revenir. Faut pas oublier aussi le contexte dans lequel Puel reprend l'équipe et arrive au club. La période printemps est très mauvaise. Il y a eu toutes les années Gasset, et il arrive dans un vestiaire clairement où, et c'est pas moi qui le dis, il y a des preuves pour ça. C'est-à-dire qu'il arrive dans un vestiaire où chacun fait ce qu'il veut. Il y a Instagram pour ça. Les mecs qui n'ont pas envie de s'entraîner parce que j'ai mal aujourd'hui, machin, je suis fatigué, je m'entraîne pas. C'était les claquettes de chaussettes. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas la vision. C'est pas être pro-Puel que de dire ça. C'est pas être pro-Puel. Non, mais c'est vrai. C'est pas être pro-Puel que de dire ça. C'est juste de dire que moi, ma vision du football, c'est des mecs qui bossent, des mecs qui sont concentrés sur ce qu'ils font, et que t'as pas de passe droit, que t'aies 18 ans ou que t'en aies 35.
Tu vas pas me dire que oui, mais il a 34 ans, il a 35 ans, il a de la bouteille, il a de l'expérience, il n'a pas l'approche du football. Non, on lui demande de s'entraîner vis-à-vis des jeunes, il doit montrer l'exemple. Et je pense qu'il a récupéré un vestiaire fracturé, en tout cas, avec des divergences sur la manière d'appréhender le football. Et forcément, lui, il arrive avec sa vision, son principe de football. Et vous n'allez pas me faire croire. Je pense que même si Romeyer, Cayazo, enfin, le club voulait travailler avec Puel depuis longtemps, je pense que c'est pas un hasard s'ils ont été aussi le chercher maintenant, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin de quelqu'un pour leader un petit peu ce vestiaire-là et remettre un peu les pendules à l'heure. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, vas-y, Gruget. Ouais, non, simplement, j'explique pourquoi on a un peu rigolé, parce qu'il n'y aura pas la vidéo lorsque le podcast sera diffusé, mais j'avais écrit, quand Robert a commencé à intervenir, j'ai écrit claquette sur un post-it, parce que je savais qu'il allait parler de ça. Et effectivement, Puel, il arrive, le contexte, c'est on accumulait les tennis-ballons à l'entraînement, et il n'y avait pas non plus beaucoup de boulot de fond, et on le voyait physiquement. Et voilà, il a mis en place un travail de fond et ça plaisait pas à certains. Ouais, ça a bousculé un peu les habitudes et bon, si les résultats n'ont pas forcément encore suivi, on peut dire que ça a remis certaines têtes à l'endroit et qu'au final, c'est pas plus mal d'avoir un peu de discipline et on va dire de sérieux à l'entraînement. Justement, en parlant d'entraînement, on dit souvent qu'on s'entraîne comme on joue. Mais on voudrait savoir en fait, parce que à chaque match on entend Puel il élimine jamais la même équipe. Alors, peut-être, j'ai regardé sur les 5 derniers matchs. Donc pour la défense, on a une défense Debuchy, Moukoudi, Cissé, Trauco qui a été aligné à 3 reprises. Il est passé à 5 derrière contre Angers, car Debuchy était suspendu et Moukoudi blessé. Il a reconduit face à Monaco, mais il y a moins de réussite. Donc on va dire que la défense elle est quand même plutôt stable. Son quatuor défensif, c'est Debuchy, Moukoudi, Cissé, Trauco. Voilà. Bah, c'est un truc qu'on voit même, on peut ne pas se limiter aux 5 derniers matchs. Clairement, ouais, c'est ça. Bien sûr. Ouais. J'ai pris les 5 derniers pour pas remonter sur. Après, de toute façon, il y a Oui. toujours des blessures, il y a du Covid, il y a tout ce que vous ça, voulez. C'est ça. Après, là où je nuance Roland, c'est que sur la première partie de saison, on n'était pas sur une. Ça bougeait beaucoup plus quand même. On est d'accord, mais sur la première partie de saison, il a perdu la clé de voûte de sa défense à 3 jours de la fin du mercato. Il a récupéré un Red Sauce qui a jamais joué parce qu'il était toujours blessé. Et d'ailleurs, il joue jamais parce qu'on sait même pas où il est. Donc voilà, moi je veux bien après, mais il y a des circonstances aussi sur le fait qu'il alignait jamais la même défense. Et puis Colo était nul. Voilà. Donc Colo, il est sorti du 11. Et Masson. On le voit plus. Voilà, Masson aussi, on l'oublie, mais Masson, c'est vrai que c'était un titulaire indiscutable. Il jouait à gauche alors qu'il est arrière droit et il se pète. Donc, ouais. Non, mais bon. Bref. La défense, on va dire que c'est quand même plutôt stable. Au milieu, Camara joue toutes les rencontres. Il a été associé soit à Neyou, soit à Youssouf, car Neyou était blessé. Donc là, c'est plutôt stable aussi. Un super match contre Nîmes encore. Ouais. Et donc, le milieu. Là aussi, on peut dire que c'est quand même stable. Camara, sûr. Et après, soit Neyou, soit Youssouf en fonction des blessures et des états de forme. Devant, c'est là où ça bouge le plus, par contre. On va voir que Bouanga, quand même, a été aligné 4 fois sur 5. Kazri, 3 fois. Mais c'est parce qu'il a été blessé. Donc, ce sont les hommes de base, quand même. Et par contre, c'est sur les 2-3 postes qui restent, là, du coup. Aouchiche semble regagner la confiance de Puel avec 3 titularisations. Et la dernière place qui se joue entre Nordin, Abi et Amouma en fonction de leur état de forme, de leurs blessures, etc. J'ai envie de dire qu'Amouma serait un homme de base aussi, si les blessures. Et comme il revient de blessure, comme machin, ouais, c'est vrai. Mais voilà, ça dépendra de son état de forme là aussi. Amouma, on sait bien que malheureusement, il n'est pas capable d'enchaîner 10 matchs de suite sans avoir un petit pépin quelque part, quoi. Donc voilà, donc moi ma question c'est au vu de ce que je viens de dire et puis moi de ce que vous pensez vous aussi des compositions de Puel, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il chamboule son équipe d'un match à un autre? Donc vas-y, Gruget, toi tu sens vas-y. Non, je pense pas. Je pense qu'il essaye de trouver la bonne formule depuis quelque temps parce que il a plus ou moins trouvé des bons duos à certains endroits. Il y a certains joueurs qui sont en forme, etc. Lorsque Mouefek et Gourna étaient vraiment en forme, ils jouaient aussi. Là, on voit que je pense qu'ils ont un peu accusé le coup physiquement, et c'est normal quand tu passes
Au niveau Ligue 1, ben, c'est un peu plus compliqué d'enchaîner, je pense, physiquement. Il y a un truc que je lui reproche quand même à Puel, c'est la gestion du cas Bouanga, qui est un homme de base, qui a toujours joué, etc. Et je comprends la position d'un coach qui veut redonner confiance à son joueur et qui ne veut pas forcément le sortir parce que il a un rôle qui n'est pas forcément que de marquer. On voit qu'il crée des occasions, il ouvre des brèches, notamment lorsqu'il est sur le côté, il abat un gros travail défensif. On l'a vu contre Rennes, on l'a vu, j'ai d'autres souvenirs éparses. Mais quand tu as un joueur comme ça qui a du mal dans les 20 derniers mètres, qui manque un peu de confiance, alors que dans le même temps, comme il l'a dit en interview, Bouanga s'est amélioré au spécifique, donc à l'entraînement spécifique dans la surface de réparation. Moi, c'est ce que je pense, c'est ça plutôt, c'est qu'en fait, Bouanga lui donnait satisfaction à l'entraînement, et donc il se disait, c'est quand même pas possible. C'est un moment, il va reproduire ce qu'il fait à l'entraînement en match, donc c'est pour ça qu'il insistait. Mais à mon sens, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que vu que tu vois que ton joueur, en plus, il y a eu des périodes où il ratait même des contrôles basiques, des passes faciles. Dans ce cas-là, tu as ton joueur qui n'a pas la tête à l'endroit, tu le mets remplaçant, mais joker, tu le fais rentrer à l'heure de jeu. Tu sais que dans les 30 minutes, vu qu'il a plus de jus que les défenseurs adverses, il y a 2-3 matchs quand même, il a sorti peut-être pas mais pas assez, je trouve. Ouais, toi, Robert, du coup, t'en penses quoi des compos de Puel? Est-ce que pour toi, c'est est-ce qu'il y a des totems d'immunité? Est-ce que au contraire, il chamboule tout à chaque fois et que finalement, on n'arrive pas à s'y retrouver? Je suis très partagé parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai plutôt tendance à suivre Puel et son management et son coaching. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai un reproche à lui faire, c'est que je trouve que il est notamment sur la première partie de saison, et je pense que ça nous a coûté aussi. Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu le contexte, il y a eu plein de choses, les blessures. Pas de problème, mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup cherché, beaucoup trop à mon sens, sur la première partie de saison. C'est beaucoup mieux maintenant, comme tu le dis, il y a une vraie ossature en défense, il a trouvé son milieu, on sent l'équipe beaucoup plus stable et ça explique aussi de meilleurs résultats. Mais c'est vrai que la première partie de saison, déjà on est l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs, je pense que du coup c'est pas anodin. Je pense qu'il a lancé des jeunes et beaucoup de jeunes, et que les jeunes, je pense qu'on en parlera après, c'est très bien. Mais il faut aussi faire attention parce qu'on se rend compte que la marche, elle est quand même très haute et que du coup, à trop faire jouer des jeunes, il y a aussi le revers de la médaille. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours été en accord avec ses compos, avec ses choix. Après, pour nuancer, je suis plutôt quelqu'un qui c'est pas que je critique pas les compos de mon entraîneur, mais de manière générale, c'est toujours un concept dans les commentaires de supporters quand il y a la compo qui sort. Oui, qu'est-ce qu'il fout? C'est pas la meilleure équipe, machin. Pourquoi il n'a pas mis ça? Dans ce cas-là, on serait 60 millions d'entraîneurs. Oui, mais surtout que toi, à chaque fois qu'il met Nordin, tu fais des bons. Donc après, non, mais en plus, c'est chiant. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans la réalité du quotidien, la réalité des entraînements, voir comment le mec il s'est comporté cette semaine. Il se dit putain, lui, il a été bon cette semaine, il est en confiance, je le fais jouer. On n'est pas là-dedans. Donc c'est vrai et c'est valable pour d'autres entraîneurs, c'est-à-dire que c'est très dur de critiquer, je trouve, une composition d'équipe, parce que si la compo qu'il met l'équipe elle gagne, forcément personne ne dit rien, et puis des fois oui il se trompe, c'est vrai. Donc c'est vrai que je suis assez partagé sur le fait de critiquer les compos parce qu'il nous manque quand même pas mal d'éléments. À part comme des cas comme l'a dit Bruget, où c'est vrai que quand tu as un Bouanga qui enchaîne les matchs et qui est nullissime et que tu comprends pas pourquoi il est toujours là, c'est vrai que Puel a ses raisons, mais c'est vrai que là pour le coup on pourrait vraiment le critiquer. Il y a des choix et peut-être que dans l'effectif il y a des mecs qui ont dû se dire putain mais il arrête pas de le faire jouer. Moi je suis joueur à côté, je suis sur le banc et je me dis mais le mec en fait il va être mauvais combien de temps avant qu'il le mette sur le banc. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est une petite critique quand même. Ouais. D'ailleurs, justement, tu me parlais des jeunes et tu as un petit peu ouvert sur le sujet que je voulais aborder juste après. On entend souvent dire il n'y a pas de projet de jeu, puis on fait jouer des jeunes qui n'ont pas le niveau. Alors bon, j'entends aussi cette critique, mais je me dis, à un moment, il faut savoir, quoi. Quand on fait pas jouer les jeunes, on dit qu'on tue le centre de formation, et puis quand ils jouent, ils sont nuls et c'est une erreur. Alors, Puel, il aligne quand même quelques vétérans régulièrement, on l'a vu. Moulin, bon, quand il n'est pas blessé, mais Moulin est titulaire
indiscutable. Debuchy, Cissé, qu'on peut considérer aussi comme un vétéran, même s'il n'a pas forcément une grosse ancienneté dans le groupe, mais voilà, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Kazri et Bouanga, on en a parlé, c'est quand même des titulaires rares, enfin très très réguliers, donc eux aussi. Hein. Kazri, il a fait 200 matchs en Ligue 1, hein, on a vu ce week-end, donc c'est quand même pas non plus un petit jeune. Après, Bouanga, Kazri, c'était quand même indésirable. Il faut le dire. Oui, mais il était indésirable par rapport à son salaire, pas par rapport à son niveau. Il voulait s'en débarrasser parce qu'il coûtait trop cher. Voilà. Ouais. Ils avaient aussi un petit différence sur le fait que Kazri disait qu'il était attaquant et Puel lui disait t'es pas attaquant de pointe. Ce qui est plutôt vrai. Faux. Mais ouais, non, c'est pas faux. Mais effectivement, c'était pour le salaire. Ce que je voulais dire avec tout ça, c'est qu'on a quand même une colonne vertébrale expérimentée, quoi. Enfin, on a un gardien, on a des défenseurs, on a des milieux, on a des attaquants. Bon, voilà. On aurait même dû avoir Colo dans le tas. Bon, Colo, il est nul. Donc, finalement, on va le laisser sur le banc. Il est bien là-bas. Après le projet de jeu, ok, mais qui peut me définir un projet de jeu en fait? Saint-Étienne, ils n'ont pas vraiment le jeu de possession, hein, c'est pas le tiki-taka, c'est pas le Barça de Guardiola, c'est pas non plus une tactique tous derrière et on joue le contre, c'est un jeu entre les deux, c'est hybride quoi. On alterne la phase de possession quand l'adversaire laisse le ballon et puis les transitions rapides quand c'est possible. Après, on voit quand même que Saint-Étienne est plus à l'aise quand il faut jouer en transition parce que on sent quand même qu'ils sont un petit peu emmerdés dès qu'il faut créer du jeu avec le ballon. Mais par contre, voilà, ce que je veux dire, c'est que cette espèce de plan de jeu un peu hybride entre possession et transition rapide, c'est 75% des équipes de Ligue 1 qui jouent comme ça. Donc il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est pas non plus une honte, quoi. Donc moi, ma question, c'est, à votre avis, est-ce que Puel fait déjouer Saint-Étienne au point de prendre des sauts de merde sur la tronche comme c'est le cas actuellement, ou alors est-ce que on devrait aussi mettre un peu d'eau dans notre vin et puis se dire que finalement il fait avec les moyens du bord et que ce qu'il propose c'est pas révolutionnaire mais c'est pas non plus on va dire que ça fait pas de tâche dans ce qu'on voit tous les week-ends en Ligue 1. Toi Gruget, t'en penses quoi? Il y a des moments où j'ai eu l'impression que il y avait un déficit de travail collectif. C'est arrivé même un petit peu régulièrement, peu de temps après le mercato, où tu te dis putain, t'as des joueurs, ils savent pas jouer ensemble. Maintenant, je suis pas à l'entraînement. Je vais pas à l'entraînement tous les week-ends, tous les jours, et je vois pas ce qui s'y passe. Mais ce qu'on observe, c'est que il a quand même mis en place certains basiques et il a envie de jouer au ballon. Le problème, c'est que quand tu as certains résultats, parce que t'as pas un gros budget, t'as pas pu recruter et que en plus tu as dû vendre Fofana à 3 jours du mercato, évidemment que tu dois gérer une situation qui est pas simple. Et si ton équipe déjoue et que tu as certains titulaires et expérimentés un peu quand même, comme Colo et Bouanga qui n'ont pas eu le rendement escompté, sans tirer sur l'ambulance, hein, tu te retrouves à pas pouvoir effectivement développer un jeu. De toute façon, on l'avait vu avec Antonetti, on l'a vu avec Galtier, c'est des entraîneurs qui ont commencé à bâtir sur leur défense. Et ensuite, tu gères l'attaque. Et c'est ce que fait Puel. Aujourd'hui, il a une défense qui est stable. Au niveau des récupérateurs, c'est quand même relativement stable aussi. C'est en attaque qu'il essaye des fois d'avoir plusieurs types d'animation, mais c'est normal qu'il tâtonne. Et on a pu le voir à Nice, on a pu le voir ailleurs, c'était à Lille, je crois, où la première année, quand il arrive, l'équipe est en fin de cycle, donc il arrive 17e parce qu'il est obligé de jouer le maintien. Derrière, il est 10e, et l'année suivante, il est européen. Je pense qu'on est dans le dur et qu'on arrivera c'est aussi ça le projet à voir quelque chose. Ouais, bien sûr. Il faut voir la situation dans laquelle il arrive. Peut-être que Ghislain Printemps aura fait pareil aussi, hein, mais bon, après, voilà, on va pas revenir sur le Gis. Robert, toi, t'en penses quoi du coup? Non, là où je comprends aussi ceux qui critiquent Puel, et c'est que quand vous avez un entraîneur quand même qui enchaîne 8 défaites de suite dans le football moderne, c'est clair qu'aujourd'hui, cet entraîneur-là, normalement, il saute. Soyons dans une situation normale. Alors par contre, effectivement, il y a une raison qui explique pourquoi il n'a pas été viré. C'est que effectivement. Après, on peut le virer et puis ramener Pascal Duprat qui vient de se faire jeter de chez qui à de Caen. Oui, voilà. Oui, je sais. Non, mais bon, voilà, c'est ça aussi le truc. Hein. Mais c'est sûr qu'il y avait une réalité financière et que on peut critiquer plein de choses, mais s'il n'a pas été viré,
c'est parce que les présidents avaient ce projet avec lui et que de toute façon, son salaire était d'abord très important et que du coup, ça coûtait trop cher au club de le licencier. Soyons réels, c'est la réalité. Tout le monde sait qu'avec la crise du Covid enfin voilà, on connaît la situation. Ça serait un autre entraîneur, peut-être qu'ils auraient aussi été indulgents quelque part, si le mec n'était pas cohérent en coulisses. Là, pour le coup, je pense qu'il est quand même assez solide sur son projet. Maintenant, la clémence par rapport aux 8 défaites d'affilée, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de détracteurs à ce moment-là précis. Pas autant. Quand même, il y en avait quand même sur la fin. Et toujours maintenant, hein, il y en a. Moi, je suis. Et plus maintenant, en fait. Je suis ouvert à. Voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas le jeu pratiqué par l'équipe, qui n'aiment pas forcément le classement et ce qu'on propose cette année, qui ont évidemment peur pour la relégation. Moi, je l'entends complètement. Après, on essaye juste. Moi, j'essaie juste de trouver des arguments qui expliquent aussi pourquoi on en est là. Il y a les finances du club, il y a le fait que ce nouveau projet-là, on ne peut pas recruter, on est obligé de recruter à moindre coût. Il y a le fait que ça va faire 1 an, on joue à Geoffroy Guichard sans supporters. Voilà, on peut trouver plein d'arguments. Et c'est vrai qu'on pourrait donner une liste et on aurait l'impression qu'on dédouane Puel et qu'on nous trouve des justifications. Et c'est vrai que, soyons honnêtes, il y a eu des matchs où par exemple, le derby 5... Alors, le derby 5-0, il y a le Covid, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où clairement, moi j'avais envie de me taper la tête contre le mur, où je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est quoi ce match ? On n'a pas touché un ballon, et je me suis dit, putain, Puel, qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Donc je peux comprendre aussi la frustration de certains supporters, et que cette saison, de toute façon, elle est épuisante pour tout le monde, et que Puel a sa part de responsabilité, sans doute, sur certains sujets, et ce qui arrive aussi au club. Ouais, je voudrais rebondir là-dessus. Parce que tu dis qu'on est un peu fatigué et à bout pour certaines choses. Je pense qu'en tant que supporter, on a été pas mal gâté par l'époque donc Galtier. Ensuite, il y a eu effectivement Oscar Garcia. Mais derrière, avec Gasset, ça s'est plutôt bien passé. Et là, on est à 2 saisons où on est en train où on gère et où on est en train de se battre contre la relégation. Évidemment qu'il y a de la nervosité chez les supporters. Mais il faut être un peu patient, quoi. C'est pas parce que tu gueules qu'on va avoir un investisseur qui va venir poser 50 millions sur la table. Justement, c'est intéressant du coup d'ouvrir sur cette histoire d'investisseur, puisque on voit quand même que la contestation se fait de plus en plus forte autour de la direction. Donc c'était déjà le cas depuis quand même quelques temps, mais là vraiment il y a des actions qui sont beaucoup plus visibles, notamment on voit depuis janvier 2021 un compte Twitter qui s'appelle Peuple Vert en colère et qui regroupe 3 associations de supporters, donc IS98, USS et Green Angel, et qui lâche à intervalles réguliers des petites bombes sur la gestion du club, donc sous forme de « le saviez-vous ». Donc on pourrait citer notamment une critique de la composition du conseil de surveillance, où chacun des 2 présidents possède ses hommes de main, ou encore sur la gestion des versements des dividendes qui excéderait le montant dépensé sur les transferts. Le dernier, le saviez-vous en date, parle du rôle obscur de la compagne de Bernard Cayazo, qui représente officiellement le club dans des séminaires, alors qu'elle n'en est pas officiellement salariée. Ce collectif se signale aussi par la mise en place de banderoles autour du stade, qui demandent régulièrement au président de se barrer. Et d'ailleurs, on en a eu 2 qui sont apparus aujourd'hui même, donc nous sommes le 6 avril. Donc il y a une banderole qui a été posée à l'ETRA, donc qui disait « Incompétence, copinage et dividendes, 3 mois qu'on attend vos explications ». Et au stade, votre silence est l'aveu de votre culpabilité, direction démission. Donc on voit qu'ils sont quand même plutôt virulents. Et si vous avez été attentif, vous avez évidemment remarqué que dans ce collectif Peuple Vert en colère, les Magic fans n'apparaissaient pas. Ils n'ont pas voulu souscrire à ce collectif pour des raisons qui leur sont propres, je ne les connais pas. Par contre, ils se sont aussi signalés récemment, puisque le 3 avril, ils ont envoyé un communiqué dans lequel ils exigeaient de rencontrer les 2 présidents et l'ensemble du conseil de surveillance sous 15 jours. Promesse qui leur avait été faite il y a environ 2 mois, quand ils avaient débarqué pacifiquement à l'ETRA.
et sans réponse de la part de Romeyer, Cayazo, etc., donc, et de la promesse donc, de cette réunion, ils estiment qu'ils seront en droit de rentrer en guerre, ce sont leurs mots, avec la direction, et on peut supposer que ce ne sera pas uniquement par la pose de banderole. Donc on voit que la situation est assez explosive et que les critiques formulées à l'encontre de Puel devraient-elles aussi prendre en compte la gestion du club qui est sans doute déficiente depuis déjà des années, et que les résultats exceptionnels de Gasset, qui ont finalement été les derniers résultats un petit peu positifs, n'étaient pas finalement une parenthèse enchantée, et que finalement tout nous pète à la gueule maintenant, mais on pouvait le prévoir depuis déjà quelques saisons. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi remettre un petit peu en perspective les résultats et pas tout mettre sur le dos de Puel, et puis aussi impliquer un peu la direction? Vas-y Robert. Alors moi c'est pareil, je vais peut-être pas encore faire des amis ce soir, mais franchement c'est un sujet moi qui m'énerve. Je suis pas pro Cayazo, je suis pas pro Romeyer. La direction, elle a plein de défauts. Cette direction bicéphale, ça pose plein de problèmes de gestion au quotidien. On sait très bien que les deux présidents, c'est compliqué entre eux, tout ce qu'on veut. Mais mine de rien, dans le football actuel, trouvez-moi. Ce que je veux dire, c'est que, ok, il y a plein de supporters qui disent oui, il faut trouver des investisseurs, tout ça. Bah, allez-y, prenons un investisseur, mais vous voulez qu'on finisse comme Bordeaux? Vous voulez qu'on trouve un investisseur qui investit plus du tout, qui renie complètement les valeurs du club? Moi, personnellement, je joue la sécurité. Je préfère rester avec Romeyer et Cayazo, et qu'au moins, il y a quand même des valeurs au club. Il y a une continuité et une cohérence. Je sais que c'est pas simple. Je pense que Puel, il doit s'arracher les cheveux parce que les deux zigotos, c'est quand même de sacrés personnages. Mais mine de rien, on ne peut pas leur reprocher que ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'ils s'investissent pour le club, qu'ils ont mis de l'argent, et qu'aujourd'hui, dans le football actuel, trouver des investisseurs, parce que c'est bien gentil de dire oui, il faut trouver des investisseurs. C'est toujours le problème entre investisseurs minoritaires et investisseurs qui reprend le club. Aujourd'hui, il n'y a aucun investisseur qui est prêt à mettre de l'argent au club et de dire je mets juste de l'argent, et puis par contre, les décisions, c'est toujours Romeyer et Cayazo qui les prend. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut un repreneur qui achète le club. Mais qu'est-ce qu'on trouve, quoi? Moi, la question que j'ai, c'est ça me fait peur, quoi. À quoi on va se retrouver? Là, c'est une bonne question. Après, je pense que personne n'est capable de le dire. Là, on a vu, je crois que c'est aujourd'hui que c'est sorti, qu'il y avait un investisseur mystérieux qui serait prêt à mettre 50 millions d'euros apparemment sur le club. Bon, ça, c'est encore des comme rumeurs. Marseille, Mais après, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas qui c'est, donc je dis pas que l'info est pas fiable, j'en sais rien, hein, je suis pas dans les petits papiers, mais voilà, on va voir sans doute fleurir des rumeurs comme ça un petit peu tout le temps. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est si Romeyer et Cayazo se barrent, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? C'est un risque. C'est vrai que tu parlais de Bordeaux. Par exemple, Pixis, qui était quand même un moment assez, on va dire, assez avancé dans les négociations avec Romeyer et Cayazo pour reprendre le club. Finalement, ça s'est pas fait. Et ce sont eux qui sont justement partis à Bordeaux. On voit comment ça se passe aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on aurait apprécié de les voir débarquer chez nous et faire la même chose. Alors certainement, ça serait peut-être même pas passé de la même façon avec les supporters. Effectivement. Ouais, toi, Grugier, t'en penses quoi du coup? Pour reprendre l'exemple de Bordeaux, on parle quand même d'un club qui s'est plaint de ne pas avoir des moyens pour le mercato et qui a investi 2 millions d'euros dans le changement de logo du club. Moi, j'ai pas envie de voir ça à Saint-Étienne. Donc clairement, effectivement, trouver un repreneur sérieux, c'est compliqué, surtout dans le foot actuel. Clairement, tu vas pas faire du chiffre d'affaires en investissant dans un club de foot et en prenant des risques. Les seuls gens qui investissent dans le foot pour faire du fric, c'est des gens qui achètent des droits des joueurs. On l'a vu avec l'agent de Tevez à l'époque, qui est très investi du côté d'Arsenal, et quand je vois l'état du club, ça fait très mal. Sinon, c'est des actionnaires minoritaires. On le voit à Lyon avec son consortium chinois. Mais c'est des placements relativement sûrs parce que c'est un club qui a montré qu'il était régulier et la cotation en bourse, elle est stable. Saint-Étienne, c'est pas le même contexte du tout. Et pour trouver quelqu'un de sérieux,
c'est compliqué. Et de toute façon, ça sera sans doute une revente. On sait que Romeyer, il est attaché au club émotionnellement, c'est super compliqué. Cayazo, on n'en sait rien. De toute façon, il est maintenant super loin du club, on ne le voit plus régulièrement. Il est aux Émirats Arabes Unis ou à Dubaï, je ne sais plus. Ouais. Dubaï. Il y est avec sa femme qui effectivement a fondé un consortium sur des parts de Cayazo. Le problème aussi, ce qu'on rappelle pas assez, c'est que c'est Cayazo qui est actionnaire majoritaire, parce qu'en fait, Romeyer, c'est pas lui qui a le plus de parts dans le club. Et on va dire que c'est celui qui tient le moins au club, parce que pour moi, Bernard Cayazo, malgré toutes les déclarations qu'il veut faire, ça reste un sacré opportuniste. Il a quand même, je vous rappelle, été président de Marseille pendant une semaine, puisqu'il cherchait à rentrer dans le foot par tous les moyens. Donc voilà, il a trouvé Saint-Étienne, qui à l'époque était mal, et il a réussi à rentrer là-dedans. Bah forcément, c'est une belle vitrine quand même, hein. Même si à l'époque on c'était pas très reluisant, bah voilà, c'était quand même un moyen de rentrer dans un club prestigieux, et il a plutôt bien réussi son coup. Donc ça sert surtout ses intérêts d'être président de Saint-Étienne, ça sert pas forcément les intérêts de Saint-Étienne, et je serais pas mécontent de le voir partir. Maintenant, voilà, qui est-ce qu'on va mettre à sa place, c'est la grande question. Donc peut-être que la situation sera débloquée lorsque la justice lâchera parce que la justice s'est saisie de 22% des parts du club, qui appartenait donc à Carvalho, qui a eu un procès, qu'il a perdu face à Romeyer. Il n'est pas empêché par la justice. Ouais. Et du coup, peut-être que ça débloquera la situation. Le dossier est compliqué, honnêtement. Quand tu as une direction bicéphale, qu'en plus il y a 22% du capital qui appartient à un État, non mais compliqué. Ça c'est évident que de toute façon, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, et voilà, moi je m'inquiète beaucoup de savoir qui va reprendre le club si le club est repris. Ça c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai que cette direction bicéphale Cayazo-Romeyer, je pense qu'elle a fait beaucoup de mal au club, et qu'il y a eu plein de choses lunaires qui se sont passées parce que les deux n'étaient pas d'accord, parce que les deux n'avaient pas la même vision. On sait qu'il y a eu plein de choses sur les choix des entraîneurs. Ils ont essayé de placer leurs hommes à chaque fois. Enfin, c'était à toute l'époque où Cayazo voulait absolument placer Luis Fernandez. Le choix de Puel, c'est un choix de Romeyer. Enfin voilà, que des choses comme ça qui ont finalement peut-être nuit concrètement au fonctionnement du club. Ça, c'est évident. Moi, j'aimerais effectivement, comme les Magic fans, entendre des explications par rapport aux documents qui sont sortis sur les dividendes. Parce que si effectivement c'est réel, c'est assez scandaleux. Maintenant, c'est leur propriété, d'accord, mais c'est un club de foot. Bah moi, je veux dire, c'est leur propriété, je suis d'accord, mais. Mine de rien, on est quand même dans le foot business, hein, les gars. C'est une réalité. Les mecs, ils placent de l'argent. Pourquoi ils placent de l'argent ? C'est pour faire joujou. Hein, c'est pas l'amour du club. Ça n'existe. C'est pas vrai, quoi. Faut aujourd'hui être réel, quoi, réaliste. Les gens qui mettent de l'argent dans des clubs, c'est soit pour de l'image, soit pour faire de l'argent. Oui. Donc, ils récupèrent des dividendes. Club de foot, je pense que c'est vraiment pas le placement le plus sûr pour refaire de l'argent. Hein. Non, c'est l'image. Quand je vois pour l'image. Ah ouais, non, mais l'image, on est d'accord. Abramovich, quand il achète Chelsea, il sait très bien que c'est à perte, hein, mais par contre, il s'est fait une image. Il a pu rentrer, mettre un pied dans un monde qui rêvait d'intégrer, et puis ça servait aussi l'image de marque c'était Gazprom, lui, je crois, du coup. Oui, qui a eu ensuite des contrats en Angleterre. Voilà, c'est ça. Puis ils ont sponsorisé la Ligue des Champions, j'en sais rien. Enfin, tu vois, ils se sont refait une cerise grâce à ça. Donc, c'est pour l'image, je suis d'accord. Après, quelqu'un qui investit dans le foot, franchement, j'espère que pour lui qu'il a de l'argent à placer, qu'il a de l'argent à perdre, parce qu'à mon avis, il fera pas la bascule. Ouais, c'est pour faire joujou. On est d'accord. Écoutez, je crois qu'on a été plutôt complet sur le cas de la direction et de Puel aussi, j'espère. On a largement dépassé le temps qu'on s'était accordé au départ, mais bon, voilà, on avait des choses à dire, hein, comme prévu. Du coup, on va passer au temps additionnel, si vous le voulez bien. Donc, je vais lancer la petite intro, la petite outro même, comme on dit. Et puis on va conclure notre
notre podcast, comme toutes les semaines. Donc, déjà, on va faire un petit rappel sur l'académie qui est sortie. Non, elle n'est pas sortie d'ailleurs encore. L'académie Elle arrive, Nîmes. les amis, elle arrive. Voilà, l'académie Nîmes n'est pas encore sortie, mais elle devrait bientôt sortir. Donc, c'est Robert qui s'en charge. Il est dessus depuis dimanche, mais il fallait qu'il se remette de cette victoire, donc c'était pas évident. Donc voilà, elle arrive. Ne vous inquiétez pas, on vous a pas oublié, elle sera là prochainement. Ensuite, promo hors jeu comme d'hab, il y a eu la trêve internationale, donc le site était un peu à l'arrêt en termes d'actualité, mais là ça reprend. Donc il y a eu des académies qui sont sorties, notamment l'académie du match de Marseille, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le comité de vigilance médiatique aussi qui est sorti aujourd'hui. Donc c'est très bien. C'est très très bien. N'hésitez pas aussi à aller lire ça. Et puis bien sûr le podcast des amis de Boulet Rouge qui gère un petit peu le service après-vente de Arsenal. Version podcast comme nous. La Forez Academy, vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook. On vous mettra le lien dans le descriptif de l'épisode. Sur Twitter aussi, donc les comptes de Robert Binouzaret, Rugy Rocher et Roland Gromerdier sont facilement trouvables sur les internets, comme dit. Et puis, écoutez, on va finir avec notre rubrique maintenant culte, j'ai envie de vous dire, les pronos. Puisque chaque semaine, on essaye de pronostiquer un petit peu les résultats des matchs des Verts. Donc, il faut savoir qu'actuellement, c'est moi qui mène le classement des pronos avec 4 suivi de Robert Binouzaret qui a marqué un point grâce à son bon pronostic sur la victoire de Saint-Etienne à Nîmes. Eh oui, les gars. Oui. Il avait bien joué. Il avait le bon résultat, mais il n'avait pas le bon score, donc il ne marque qu'un point. Et puis, Gruger et moi-même, on avait pronostiqué un nul, donc 0. Mais voilà. Donc, moi j'ai 4 points. Robert et Gruger sont à égalité derrière à 2 points. Concernant les matchs, donc le prochain match c'est face à Bordeaux à domicile. Donc là aussi un match assez important puisque finalement Bordeaux est dans les mêmes eaux que nous, donc ça serait bien de pouvoir encore mettre 3 points de plus à un concurrent direct. Donc messieurs, quels sont vos pronos? Donc Gruger, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses que les Verts vont faire face à Bordeaux? Face à Bordeaux, je pense que Saint-Étienne va gagner parce que c'est vraiment la Bérésina à Bordeaux. Il y a vraiment une scission dans le vestiaire, on l'a vu, c'est assez violent même. Et même Gasset, il est pas menacé, mais il commence à manquer un peu de soutien, quoi. Donc victoire 1-0 de Saint-Étienne. Ok, 1-0. Toi Robert, t'en penses quoi? Ouais, moi aussi, je vois une victoire. On va enchaîner et Bordeaux est au plus mal. Donc, victoire 3-1. Oh! Il va y avoir du spectacle chez Robert, du coup. Ouais. On est comme ça. Écoutez, moi, je vais être comme vous. Je sens que Saint-Etienne, j'espère que Saint-Etienne va gagner. Après, on a toujours quand même un peu de mal offensivement, même si le match contre Nîmes a été pas mal. Mais je vais quand même parier sur une victoire de Saint-Etienne 2-0. Voilà, donc ok, les résultats, ça marche. Et puis après, par contre, on joue un gros morceau, le PSG. Donc ça sera chez eux au Parc des Princes. Par contre, ça sera entre les deux matchs contre le Bayern. Non, même pas. Non, ils auront joué leur match retour contre le Bayern. Du coup. Donc ils auront été éliminés du coup. Voilà, ils auront été éliminés sur un but de Choupo-Moting. Donc on joue le PSG au Parc des Princes. Donc vas-y Robert, toi tu penses qu'on va faire quoi au parc? Je pense qu'on va perdre. Vraiment, malgré peut-être le contexte à Paris, qu'ils auront été sortis effectivement par le Bayern. Mais je pense qu'on perdra quand même. 2-0. 2-0 pour le Paris. Ok. Et toi, Gruger, tu penses quoi du coup? Ouais, la même, 2-0. Je pense effectivement que ça va être un peu compliqué pour Paris. Maintenant, je ne vois pas gagner là-bas, malheureusement. Ok. Et moi, je vois Saint-Etienne gagner. Non, je déconne. Je pense qu'on va prendre une branlée, 4-0. Voilà. Ah, quand même. Ouais, de toute façon, Paris, ça fait des années qu'on se fait étrier là-bas. Si en plus ils se font sortir, ils vont être tellement, ils vont devoir prouver tellement de choses derrière que je sens qu'on va encore se servir de souffre-douleur.
Ouais, je le sens pas du tout ce match. Mais voilà. Écoutez, Et on combien de verra. buts, Roland, pour ton chouchou Kylian? Kylian, je pense qu'il va nous mettre un triplé. Ah ouais. Non, il va peut-être mettre. Ah, ça dépend. Ouais, on verra. Ouais, j'en sais rien. Je le regarderai pas ce match, ça va m'énerver. En plus, je crois qu'on joue à un horaire pourri, là, genre un samedi 13h, un truc comme 13h. ça. Ouais. Ouais. Super. Enfin, c'est vrai que les Chinois, ça doit les passionner de voir des PSG ASS. Enfin, Et ils ont raté le match de Etienne Green. Ouais. Soit et il compatissant. sera peut-être encore titulaire, ça se trouve, hein, si Moulin est pas remis et Bajic non plus. On le lui cède pas. Ouais, ça serait un sacré baptême. Enfin, après, voilà, ça sera pas le premier à se prendre une branlée au parc, hein, mais c'est vrai que ça doit pas être un moment très agréable. Bref, bah écoutez, voilà, c'est bon. Là, on a fini, je pense. On est arrivé au bout. Bah écoutez, merci messieurs pour ce numéro, encore une fois très complet et très instructif. J'espère que vous avez passé. Vous avez pris du plaisir aussi à nous écouter et puis n'hésitez pas à nous solliciter sur les internets, sur les réseaux sociaux divers pour nous donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cette émission et ce que vous pensez de Puel et de la direction. Hein. On sera toujours là pour vous répondre et on apprécie aussi d'avoir vos retours. Bah écoutez, je vais vous remercier. Donc Gruger, merci à toi. Et puis bon courage pour cette semaine qui ne fait que démarrer finalement, puisque nous enregistrons le mardi, donc il nous reste encore un petit peu de temps avant le week-end. Bah, merci à toi pour la présentation. Et bah, c'est toujours un plaisir, hein, de toute façon. Plaisir partagé. Robert, merci à toi aussi. Écoute, j'espère que pour toi que Nordin sera titulaire ce week-end et qu'il marquera, qu'il nous sauvera comme à l'aller, parce que je rappelle quand même qu'à l'aller, c'est lui qui avait marqué un superbe but face à Bordeaux. Voilà, c'est important de le souligner. Je te ferai un petit montage pour l'occasion. Voilà. T'en as pas eu encore avec Nordin. Hein. C'est Ah, vrai, mais avec c'est grand vrai. plaisir, Il est j'attends très ça avec doué en plus pour faire des petits montages, Photoshop, Paint, un vrai très talent. réussi général. Ah, puis que tu aies mis Binouzaret en bannière Twitter, moi ça me... Tu vois, baume au cœur. Bah ouais, c'est normal. Bon, en tout cas, merci les gars, et à très bientôt pour un prochain podcast. Ouais, bah écoutez, on se retrouve dans 2 semaines si tout va bien. On espère que les Verts vont gagner ce week-end, ça nous donnera un petit peu d'air et puis ça nous rendra peut-être aussi optimistes que cette fois. On va se quitter. Et puis bah écoutez, passez la bonne et puis comme d'habitude, c'est la chorale de la Divette, les petits chanteurs à la gueule de bois qui vont nous accompagner pour vous dire au revoir et avec leur chant habituel, le chant de Robert Béric. À bientôt et bonne fin de semaine. Salut.